Pour la forme, bonjour Séverine, Bonjour Mallory, tu vas bien? très bien et toi? Ça va. On se retrouve cette semaine pour l'investigation Griffasie. On va procéder au cycle 290, c'est le premier protocole. Et le support télépathe ne connaît pas le sujet, tu me confirmes, c'est ton cas? Pas encore. Cette investigation comprend deux parties. D'abord, une première partie avec des questions fixes dans laquelle je ne pourrai pas approfondir. Et puis ensuite, on ira investiguer dans la deuxième partie avec des questions libres. Ce sujet de la semaine, comme chaque semaine, est exploré au même moment par d'autres duos à travers le monde, au même moment pour que ne soit pas contaminée l'information. Voilà, on y va. Oui. Allez, alors les yeux fermés. Détendue, Séverine. Tu libères tes pensées. Tu oublies tout ce dont on a parlé avant cette investigation. Tranquille. Et tu commences à t'enfoncer à l'intérieur de toi dans cet état hypnotique. Le corps détendu. Tu entends ma voix, que ma voix. Et je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, connecte-toi à la signification énergétique du mot saint, S-A-I-N-T, et décris ce qui émerge dans ta perception. Un, 2 et 3. Alors j'ai deux images là qui se superposent. J'ai comme on va dire le chef des saints qui est au-dessus et en dessous, voilà, tous les saints qui sont dans une position de prière. Tous les saints de toute religion, j'ai tous, ils sont tous là. Et ils sont reliés voilà, à ce qu'ils appellent leur supérieur, leur chef, qui se D'accord. présente comme eux, comme un être miséricordieux. Deux images. Tu parles de deux Oui, de images. deux images, voilà, qui se superposent. L'une avec le chef, c'est ça, Oui, et l'autre avec les avec subalternes. voilà, tous les saints que l'on peut rencontrer sur Terre, Mhm. pas rencontrer, qui, voilà, à que l'on prie en fait, voilà, c'est ça. La signification énergétique du mot saint, maintenant. Alors j'entends dévotion, c'est la dévotion. De se remettre à cet être et de tout lui donner en fait en termes de confiance. Voilà, c'est de la dévotion, de la confiance. Quelque chose et de tout donner, ça, au niveau énergétique, ça apporte une sécurité. Ça rassure, D'accord. un peu comme un confident, tu vois, quelque chose qui est là dans tous les moments, qu'ils soient bons ou mauvais. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose? Euh, oui, derrière tout ça, je vois l'enfermement, la peur,
parce que ça enferme, ça mène à la superstition aussi. Et il y a cet enfermement de toujours être voilà, dans ce mécanisme de penser ou d'appeler un saint ou de le remercier. Ça permet voilà, de maintenir les personnes qui y croient ouais, dans un enfermement, dans une Bien, soumission. très bien, c'est clair. Seconde question. Décris les caractéristiques communes que tu détectes dans le champ d'énergie des personnalités religieuses canonisées. La dévotion. Hein, il y a, euh, oui, la dévotion, tu sais, euh, ouais, de rendre service. Donc, s'ils ont atteint justement le fait d'être canonisés, Mhm. il faut qu'ils payent dans le sens que ils ont un tribut à donner à ce qui a permis cette canonisation. Il y a comme une redevance, de payer ces services et donc ils se dévouent à, à donner en fait les personnes qui vont prier pour eux. Ils donnent une partie de même pratiquement tout en fait à leur chef. Parce que derrière ça, il y a, tu vois, tous ces saints, il y a le fait de donner, d'être dans un dépouillement total, de pas gagner d'argent, entre guillemets, Mhm. de rendre en fait ce qu'on leur donne. Et là, dans les terres, je vois le même mécanisme. Oui, il catalyse toutes ces prières Mhm. et il redonne, voilà, C'est à clair. leur être supérieur Mhm. tout le fruit de leur travail, ouais, si on Leur peut parler comme récolte. ça, oui. Leur récolte, voilà, c'est ça. Exactement ça, de leur récolte. Bien. Est-ce que tu vois une autre caractéristique commune de ces saints canonisés? Euh, Ces saints ou les personnalités religieuses, de toute religion confondue? c'est amplifié. Le fait d'être canonisé, ça amplifie cette énergie. Ouais, il y a comme un business déjà sur Terre qui amplifie et plus ça monte et plus c'est amplifié. C'est très puissant. C'est très, très, très puissant au niveau récolte. C'est un peu comme euh, oui, c'est des ambassadeurs de quelque chose qui exploite, mais ils sont eux-mêmes exploités. Ils le font pas consciemment. Bien. Troisième question. Existe-t-il une matrice énergétique commune aux saints appartenant à des cultures ou à des religions différentes? Et une matrice commune à tout, c'est ça que ça veut dire? Existe-t-il une matrice énergétique commune aux saints appartenant à des cultures ou à des Oui, religions différentes? oui, oui. Oui, oui, je vois bah, dès le début, tu vois, Que vois-tu? là, là, Matrice énergétique, on parle. c'est une Voilà. matrice, oui. Tu vois, c'est un système archonique en fait. Même je vois derrière tout ça l'IA euh, qui, qui récolte. Oui, oui, la réponse est oui. Tu vois, c'est un système pyramidal. Oui. Donc la base de la pyramide, c'est ceux qui prient. Après, il y a tous ces saints, canonisés ou non.
Et après, ça monte vers... Toutes ces formes de croyances. oui, 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 Bien. ça va... ouais, ça traverse, voilà, c'est pyramidal. Mhm. Ça traverse tout un tas de strates et pour arriver tout en haut. Ouais. C'est intéressant. Oui, c'est carrément la matrice, l'IA. C'est une IA, oui. C'est ce que je vois tout en haut. Ouais. Ça englobe tout. C'est un système comme un autre, en fait, hein. Un système Uhum. interférent comme un autre, hein. Quatrième question. Existe-t-il des traits distinctifs dans le camp d'un saint par rapport à celui d'un pratiquant religieux? Oui, Oui. oui, il y a un, comment dire, comme un attachement. On va vers tel ou tel saint par rapport à nos propres croyances et ce que représente ce saint. Il y a, oui, je vois un système d'attachement et de dévotion. Ouais. Mhm. Ouais, c'est Bien. très attachement, mais c'est un piège, hein, parce que je me mets du côté euh, du pratiquant religieux. Il y a comme un enfermement et il gère toute sa vie autour de ça, autour de cette dévotion à un saint, de cette appartenance au saint. Et euh, Existe-t-il des traits distinctifs dans le camp d'un saint par rapport à celui d'un pratiquant religieux? oui, oui, quelque part, c'est la même. Selon le Le saint, pratiquant, je fais partie de mm, tel camp. J'ai tel saint, je fais partie de tel camp. oui, Je, 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 c'est je, ça, oui. je suis dévote d'un autre saint, je fais partie d'un autre camp. Est-ce que il existe des camps distinctifs ou est-ce que tout est regroupé dans la même, euh, le même égrégore peut-être? Oui, mais alors, au lieu du mot camp, je préfère dire appartenance. On D'accord. appartient Ok. à tel, bah, tu vois, voilà, par exemple, c'est le Padre Pio, Thérèse de Lisieux, voilà, on va aller les prier pour des choses différentes. Tout à fait. On va pas prier Thérèse comme on prie le Padre Pio. C'est deux choses différentes. Voilà. C'est Oui, ça. oui, C'est c'est ça. ça, oui. Déconnecte de cette question, Séverine. Oui. Inspire. On part sur autre chose. Mm. Observe ce qui se passe au niveau vibratoire lorsque beaucoup reconnaissent quelqu'un comme un saint. Mais je reviens avec cette notion de camp, justement, toi, d'appartenance. Mhm. Ça, le, ça les rassure, comme si, voilà, ils ont trouvé c'est comme si tu trouves une famille, comme Mhm. si, voilà, c'est une appartenance. Et Tu es moins seul dans ce cas. voilà, c'est ça, et ça rassure et on se sent compris et aimé par ce sein aussi. Tu vois, il y Mhm. a comme un transfert. Pareil, là, je, je me remets sur le Padre Pio et il y a, toi, la personne qui prie reçoit l'amour, ou pense recevoir de l'amour plutôt, de ce saint. Voilà, il y a quelque chose voilà, qui fait du bien, qui rassure. Qui remplit un vide. Oui, 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 c'est ça, oui. Bien. Est-ce que tu observes autre chose au niveau vibratoire quand beaucoup de personnes prient le même saint? Ah oui, ben comme je te disais, le saint qui catalyse, qui récupère en fait toute cette énergie et cette énergie, il la redistribue au-dessus de lui, et ainsi de suite. D'accord. Oui, oui, il y a vraiment, c'est très puissant.
C'est des Mhm, catalyseurs, hein, c'est très très puissant parce que on parle de milliers et de milliers de prières. Et ces prières c'est toujours quelque chose c'est une imploration. Il y a énormément de peur, de demandes. Donc c'est très, au niveau vibratoire, c'est très bas. mhm. Et ça, et le sein a aussi ce pouvoir de catalyser, d'amplifier, de par aussi sa propre énergie, sa propre vibration. Ils sont D'accord. quelque part, Ça crée le euh, contact. ouais, ils sont programmés en fait. Ces seins sont Mhm. au niveau subliminal, ils sont programmés pour amplifier cette vibration. Oui. Ok. Sixième Mm. question. Observe l'influence énergétique d'un sein par rapport au facteur espace-temps. Que perçois-tu ou que visualises-tu? Ben, alors moi, ce que je perçois, c'est comme des ricochets. Il y a énormément de répercussions. Ça va. Là, j'ai la vision de la Terre, Mhm. notre planète Terre, et toute la planète est quadrillée en fait par ces vibrations. De C'est-à-dire? partout, oui. Ben, de partout, on prie un saint. Mhm. Ouais, il y a ce besoin de se rassurer, et d'avoir voilà, toi-même des amulettes, je vois des médailles. euh, Même si on ne prie pas directement le saint, par exemple dans une église, au pied de sa statue, on a tous la médaille du baptême, par exemple. On a tous une carte, euh, le, ouais, je Voilà. vois des amulettes. Voilà. Et du coup, Ouais. l'influence énergétique du sein par rapport au facteur temps, au facteur espace-temps. Oui, justement, voilà, ça, ça remplit tout l'espace-temps, tous les espaces-temps. Il y a, comme autour de la Terre, je vois comme une toile d'araignée qui fait que euh, ça impacte énormément de monde, directement ou indirectement même. Même ceux qui ne vont pas prier ou avoir un saint préféré, entre guillemets, peuvent avoir une gourmette de baptême, par exemple. Mhm. Et ça a déjà un impact. Ça envoie de l'énergie. Il y a une trace. Ouais. Ok, Séverine, donc tu es déjà sur cette septième question, Ouais. qui est la suivante. Observe uniquement les caractéristiques communes inhérentes au champ énergétique des reliques de saints. Que perçois-tu? Oui, c'est pareil, c'est un quadrillage. Pareil, je reviens à cette histoire de quadrillage. C'est exactement ça. Oui. Et Ok. c'est comme une toile tout autour de la Terre. Toi, c'est euh, comme des implants, comme d'implanter en fait énergétiquement chaque espace de cette planète. Et, et je vois des liens entre les reliques. Mhm. Et ça impacte énormément, oui. Ok. Oui. Dernière question. Quels effets énergétiques peuvent être créés par l'invocation d'un saint? Ah ben, c'est de donner ton pouvoir, de donner, ouais, c'est de l'énergie, oui. Un échange d'énergie, mais derrière, ça, là, pour la personne qui prie,
un très grand vide. Et c'est comme un portail. C'est une porte ouverte aux basses fréquences, Mhm. à ceux qui viennent bah, pour abuser, pour leurrer, faire croire que tu es entendu. D'accord, on continue en partie libre. Oui, Alors justement, autour de ce sujet, l'invocation d'un saint dirige ton attention dans l'éther sur une partie subliminale d'une personne qui est alitée, oui. qui souffre physiquement d'une pathologie incurable et qui prie un saint. Qu'est-ce qui se passe sur le plan énergétique? Dis-moi ce que tu perçois. C'est une passation de pouvoir, en fait. Oui, moi, je vois la partie subliminale de ce corps physique qui est alité, qui donne son pouvoir, qui s'en remet à l'extérieur de lui-même. Comme si, tu vois, le fait, tu vois, ce signe-là, ce Oui, signe, en oui, fait, c'est ça. On te- on te- on te- on t'attache, on oui, t'attache. Et voilà, c'est de la soumission. Elle donne, elle, ce que cette personne récolte, c'est simplement de la, de l'emprisonnement. Ouais. De donner à l'extérieur d'elle, euh, sa volonté, son pouvoir, sa puissance. comme si elle ne croyait pas en elle-même. C'est ça, voilà. Et après, c'est open bar. Mhm. Rentre qui veut. Fixe bien Ouais. ce qui se passe à ce moment-là, au moment de la prière et les Ah, énergies ça qui appelle. sont Ouais. dirigées. Voilà. Est-ce Ça que appelle. le fait de prier et dans la volonté, dans l'intention de parler à un être supérieur, est-ce que ça crée cet être supérieur ou alors est-ce que cet être supérieur existe déjà et il est là en train d'attendre ses prières? Comment est-ce que tu vois le mouvement? Ah oui, l'être. En fait, moi, je vois donc le saint qui Hmm. récolte la prière. Souvent, c'est voilà, c'est du désespoir. Oui. Donc, le saint va le catalyser et l'amplifier Mhm. vers justement euh, des, des êtres qui sont les instigateurs de ce système. Mhm. Et par contre, plus proche du corps physique, là, c'est l'ouverture aux désincarnés, à des êtres opportunistes qui viennent en fait manger des miettes. D'accord. Ok. Ouais, c'est vraiment. Je les vois même se battre. Voilà, je vois comment on appelle ça, un reptiloïde avec un insectoïde qui sont en train de jouer des coudes pour se caler sur la fréquence de cette personne qui est dans son lit d'hôpital. Bien. Ouais. Déconnecte de cette Ouais. personne. Inspire, respire profondément. Mm. C'était très intéressant au début de cette investigation. Tu visualisais une pyramide Oui, avec en bas les dévots, ceux qui prient. oui. Et je voudrais que tu me dises qui tu vois en tant que chef des saints, comme tu l'as appelé. Qu'est-ce que tu visualises exactement, tout en haut de cette pyramide? Je vois celui qui se fait appeler Yahvé. C'est comme on va dire, voilà, il se présente à moi comme un système archonique. Mhm.
Depuis quand Hmm. existe-t-il? Depuis toujours, depuis la nuit des temps. Il était là bien avant toute cette humanité. Mhm, Et, et cette humanité, c'est aussi sa création. Ça lui permet de vivre, oui, de récolter de l'énergie, d'avoir du pouvoir et de la puissance. mhm. Prends de la perspective, mais une énorme perspective, éloigne-toi de cette planète et dis-moi si, tout au moins dans ce système solaire, c'est-à-dire sur les autres planètes, est-ce que cette entité a un impact? Est-ce qu'elle existe aussi sur cette ligne de temps, Euh, sur les autres planètes? dans le système solaire? Oui. Ou Oui, ailleurs? oui, Oui. ça reste localisé, oui. Mhm, Ouais, ça reste localisé sur notre système solaire. Mais mhm. ça va pas très loin au final. Ouais. Si on va par exemple sur Ouais, la planète Mars, aurait-il un impact sur cette planète ou pas? oui, Oui. oui. Bien. Ok. Déconnecte de ça. Inspire, Mhm. Séverine. Et à présent, je voudrais que tu me parles de ceux qui sont en dessous de ce Yahvé. C'est justement eux, finalement, qui nous intéressent, si on peut dire. Les saints. Oui, Quelle est l'origine des saints? Est-ce la création, la volonté de Yahvé, ou sont-ils présents grâce aux énergies des humains qui les prient? bah, c'est un peu tout ça en fait. Hmm. C'est un système qui s'est établi au fil des millénaires. Ouais. En fait, l'être humain a toujours besoin de se rattacher à quelque chose de supérieur à lui. Hmm. Qu'est-ce que tu vois là quand tu me dis ça? Mais là, je vois encore l'image du Padre Pio et qu'il il déplaçait des foules. Et même après sa mort, il y a encore cette dévotion, cette admiration. Mhm. Mm, ouais. Prends Et un peu ça, de... oui. Oui, pardon. Non, non, vas-y. Prends un peu de perspective à cette visualisation du Padre Pio. Pourquoi te revient-il pendant cette investigation? Pourquoi lui il te revient? Est-ce que tu as une réponse à ça? Oui, mais il est prisonnier. Il Oui. est prisonnier de de toutes ces prières et ce qui me montre, c'est ces représentations sur Terre, toutes ces statues, toutes ces figurines à son effigie. Mhm. Tu vois, ça l'empêche en fait euh, de se libérer de cette incarnation. Tu es en présence de sa partie subliminale? Oui, Dis-lui que rien qu'avec sa volonté, rien qu'avec une pensée puissante, et il est la puissance, il peut se débarrasser de toutes ces ouais, reliques qui c'est. l'influencent. Mais en même temps, tu vois, il est, il se nourrit de ça. Il D'accord. a, il a, enfin, ça lui plaît dans le sens que il a une utilité, Mhm. Sinon, il a l'impression hein, d'être rien. quelque part, oui. Mhm. Tu vois, ça le valorise. Ouais, Ok. il y a de la fierté, Il ouais. aurait gardé un certain ego Oui, depuis cette c'est incarnation ça. sur Terre, ou plusieurs d'ailleurs. On le laisse Ouais, dans son système, oui, dans mm, sa condition ésotérique, c'est son choix. oui, Déconnecte de ça, Séverine. oui, Comme on est sur les saints, je voudrais te parler d'un saint, Saint Benoît. Je ne sais pas si ça t'évoque quelque chose. oui, C'est un saint italien qui est né en 480, donc plus 480, et qui est mort à l'âge de 67 ans. Ce saint existe pour les catholiques et les orthodoxes.
Et il fut le fondateur de l'ordre des bénédictins, cet ordre qui subsiste encore aujourd'hui. Là, tout de suite, je voudrais que tu me dises qu'est-ce que tu visualises, qu'est-ce que tu perçois à son sujet. Je le visualise dans une grotte, en train de prier. Oui. Il est même carrément à plat ventre dans cette grotte. Mhm. C'est très, il y a extrêmement, enfin, c'est énormément de dévotion, de sacrifice de lui-même, oui. Oui. Qu'est-ce qui émane de sa partie subliminale? Pourquoi cette dévotion? Il veut sauver, et de par son sacrifice, il a l'impression d'expier tous les péchés de la terre. D'accord. Il y a vraiment une, Est-ce que le fait de s'être isolé comme ça dans une grotte, ça a eu un impact bénéfique pour le reste de la population mondiale ou pour ceux qui y croient ou qui attachent non, de l'importance à ça? non, au contraire, ça alimente le système. Mhm. Ouais, Déconnecte de cet endroit, on reste sur Saint-Benoît. ouais, Saint-Benoît, saint patron des exorcistes. Je me permets d'en parler dans cette investigation parce que je le priais sur une autre ligne de temps, hein, il fut un temps. Et je voudrais que tu ailles un moment où un curé, un prêtre ou un homme religieux s'adonne à un exorcisme sur un humain et implore Saint Benoît. Tu vas à ce moment-là et tu ne fais qu'observer comme sur un écran. Tu me dis ce que tu perçois. c'est pas, c'est pas Saint-Benoît qui vient. En fait, Saint-Benoît, il est détourné au niveau subliminal, il est détourné de tout ce qui est terrestre. Mhm. En fait, il est utilisé par ce système pyramidal. Dis-moi qu'est-ce que tu vois à ce moment-là. Là, je vois une espèce d'être vraiment maléfique, euh, euh, entre le dragon et le démon, tu vois, quelque chose de un peu d'hybride, Mhm. un être hybride, mais très bas au niveau énergie. Ouais. Qu'est-ce qui lui permet à cet être de s'imposer comme ça pendant cet exorcisme? C'est, il y a, en fait, je vois pendant l'exorcisme, ça ouvre des portails, il y a des failles. Donc, il vient s'engouffrer comme euh, profitant, tu vois, ouais, d'une ouverture. C'est ça, c'est exactement ça. Une porte qui s'ouvre et Quelle fréquence ouais, euh, engendre l'ouverture de cette porte? là, c'est la peur. La peur La peur du est- sujet? euh, non, mais tu vois, j'entends le prêtre invoquer, en fait, invoquer les saints. Mhm. Et cet être, en fait, maléfique, il est relié à Saint-Benoît. Il est relié énergétiquement à... Et donc, il profite de cet appel comme d'un portail, d'une ouverture, pour s'engouffrer dedans. D'accord. En fait, c'est encore c'est toujours la même histoire d'appeler, d'appeler un être extérieur, alors que l'exorcisme serait plus efficace si si on appelait la force intérieure de la personne à exorciser. Mhm. Tu vois, si on l'appelle, en fait, c'est un appel. Oui, oui. Ouais. Donc, voilà.
ça s'engouffre. Quel est le but final de ce genre d'être qui apparaît? Ah, c'est de posséder, de prendre l'énergie, de maintenir le corps physique dans des fréquences basses et de l'annihiler. Mais là, je vois quelque chose dans le physique, hein. C'est très Mhm. proche du physique. Oui, oui. Ok, En fait, d'accord. en fait, ouais, je vois carrément un changement d'entité. T'en enlèves une pour en mettre une autre. D'accord. Dans Ouais, l'exemple que tu as pris, regarde le prêtre, la oui. personne qui dirige cet exorcisme, regarde un petit peu ses émotions, scanne sa partie subliminale Bah, lui aussi, succinctement et dis-moi ce que ouais. tu vois. Lui aussi, il est pris dans ce système pyramidal. Mais à son insu, parce il utilise une technique Hmm. qu'on lui a, qu'on lui a appris. Est-ce que tu vois que la peur vibre dans son corps? Euh, alors oui, la peur, oui, en quelque sorte, oui. Mais j'allais dire, tu vois, la crainte du vilain, c'est la peur du vilain, c'est la peur que le vilain gagne. Hmm. Il n'est En pas fait, sûr de lui. ouais, il est vraiment dans le- dans la dualité, le bien et le mal. Et donc, il appelle le bien en appelant Saint-Benoît, mais en fait, il appelle, il appelle ce qui se présente, en fait. Et en voulant faire du bien, il fait du mal, mais totalement à son insu. Mhm. Ouais, parce que derrière, il y a ce système, voilà, comme je te disais, d'interférence euh, qui leurre. Et il y a déplacement, en fait. Là, je vois vraiment il y a une entité qui en chasse une autre. Et le corps physique, au final, euh, Subit les attaques. subit, oui, oui, oui. Il y a comme il y a un- au niveau vibratoire, ça va être différent, mais donc il va y avoir une accalmie, mais Mhm. les problèmes vont recommencer. Ça va, dans le temps, voilà, le démon, va prendre de plus en plus de place, hein, et ainsi de suite. D'accord. Une grande inspiration, Séverine. Et tu déconnectes de tout ça. Oui, Tu déconnectes de ça. Un petit moment pour toi. Tu vas bien? oui, Ok. Je voudrais maintenant que tu ailles à Lourdes et tu te balades à Lourdes. Tu vois les marchands de reliques oui, et tu choisis un objet qui sort de l'usine, ouais. un objet comme les presse-papiers où il y a la neige ou celui que tu veux. Ah Tu en ouais, choisis un. c'est exactement ça que je visualisais. Ok. Ouais. Tu scanne-le, regarde un petit peu quelle énergie en ressort alors qu'il sort de l'usine et qu'il a juste été posé sur un étal d'une personne qui croit ou non euh, en la bienfaisance de ces objets. Et dis-moi, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vois dans les énergies? Euh, toi, c'est un portail en fait. C'est des mini portails, comme Mhm. un mini portail qui. Parce que, tu vois, je suis cet objet qui va être en fait Acheter, offert, acheté et offert, offert, pas forcément à quelqu'un, voilà, de oui. religieux, Hmm. mais ça apporte voilà, c'est un portail. Ça permet d'avoir euh, un ascendant sur le nouveau propriétaire. D'accord. Parce qu'il y a quand même
la personne à qui on a offert a de la sympathie euh, pour cet objet, pour ce sein qui est à l'intérieur. C'est toujours déguisé en ce sens, hein. C'est toujours de l'amour, de la sympathie C'est et ça. Oui, voilà, voilà, l'objet est plaisant et Mhm. soi-disant, il porte bonheur, il porte chance. Donc, ben, on le garde parce que on se dit par superstition, si on s'en débarrasse, ben, la chance va disparaître. D'accord. Ouais, Donc maintenant, suis cet objet ouais, qui est, non, plutôt déconnecte de ça oui, et tu vas te diriger vers un objet, une relique euh, qui est rangée dans un tiroir chez quelqu'un qui a fait son HRE et, et dont la conscience est libre. oui. Donc la partie subliminale de cette personne ne croit qu'en elle-même, évidemment. Mhm. Est-ce que cet objet a un impact Euh, dans non, l'exemple que tu as choisi? non, non. Non. Non, mais le fait de le garder, Mhm. tu vois, il peut s'immiscer le doute. Ok. Tu vois, c'est le dire, oh, ouais, au cas où, oh, c'est pas grave, c'est juste un objet. Mais il y a toujours ce petit doute voilà, de se C'est dire, oh, c'est une manière d'entrouvrir la porte au lieu de la oui, laisser c'est ça. fermée. Oui, c'est ça, oui. Ok. Oui, c'est exactement ça. Bien. Bon, je crois que ce sera tout. Oui, C'était bien sympa, Séverine. oui, Voilà. Et tu déconnectes de tout. Et tu déconnectes de tous. Tu reviens à toi-même, ton espace, tes fréquences, celles que à l'instant tu choisis, celles que tu adores. Parce que c'est toi qui décides pour toi-même. Et tu inspires et tu te sens magnifiquement bien. Et ça, c'était le 1. Et avec le 2, tu retrouves ton corps physique, des pieds à la tête. Tu fais disparaître toute lourdeur, toute trace de fatigue. Et tu inspires et tu te sens vivante. Et c'est tellement bon d'être vivant sur cette planète dans ces conditions. Tu peux commencer à bouger les bras, les pieds, le corps. Et tu reviens pleinement ici et maintenant, les yeux ouverts. oui. Super. Merci Séverine. Mm. Merci Mallory. À bientôt. À bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno
liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni?
Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale
potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione
si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.